Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui à Lyon et pour ceux qui nous regardent à distance, merci de nous regarder. Alors, je suis Pierre Rousseau, donc, président cofondateur et rédacteur en chef du journal Economicus, partenaire des GECO depuis plusieurs années. Je suis également doctorant en économie du travail au CREST et économiste à l'Institut des politiques publiques. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir modérer cette table ronde autour de l'emploi local, intitulée Faire progresser l'emploi local. Et donc je me trouve aujourd'hui par ordre alphabétique avec Patrick Artus, donc, conseiller économique chez Natixis et professeur d'économie à la Paris School of Economics. Christine Erel, vous êtes professeure d'économie au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, et directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail. Louis Gallois, vous êtes coprésident de la Fabrique de l'industrie et président du Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Et enfin, Michel Houdbin, vous êtes directeur de la DARES. Aujourd'hui, donc, nous allons débattre, échanger autour de la thématique de l'emploi local et pourquoi la thématique de l'emploi local n'est pas nationale, par exemple. Donc, si on a en tête les chiffres du chômage qui, certes, diminuent à l'échelle nationale avec un taux d'emploi qui reste entre 66 et 68% depuis les années 70, ces chiffres masquent une grande hétérogénéité des taux d'emploi et taux de chômage en France. Alors, pour ça, j'ai apporté quelques cartes. Je ne sais pas dans quelle mesure. Alors, voilà. J'attends la régie. Bon, en attendant que les cartes... Voilà, super, merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, pour voir si ça fonctionne. Ouais, très bien. Donc, visuellement, les cartes pourront aider à cerner la problématique de l'hétérogénéité du taux de chômage. Donc on voit directement en rouge les régions qui connaissent un fort taux d'emploi en 2020. Donc c'est une carte issue de l'INSEE, disponible dans d'ailleurs une rubrique assez bien faite de l'INSEE qui détaille par secteur, par âge, les taux d'emploi, les taux de chômage. Donc on observe les régions à fort taux d'emploi et à contrario les régions à faible taux d'emploi qui sont elles situées dans le nord de la France, le centre et le sud. Et lorsqu'on regarde un petit peu le corollaire, donc par exemple le taux de chômage, on voit qu'à l'inverse, le taux de chômage, similairement, le taux de chômage est également fort là où le taux d'emploi était faible. Donc toujours dans ces mêmes régions, le nord, le centre et le sud. Et dans une perspective un peu plus dynamique, cette carte montre l'évolution de l'emploi en fin d'année entre 2011 et 2021. Vous trouvez donc en bleu les régions qui ont connu une croissance négative de ce taux d'emploi et en rouge positive. Donc toujours on retrouve ces mêmes régions et notamment si on fait un focus, pourquoi ce taux de croissance est négatif pour ces régions, vous aurez du mal à regarder les détails statistiques de ces cartes, mais au moins visuellement vous voyez tout ce qui est coloré en foncé sont des forts taux d'emploi dans l'industrie. Donc, typiquement, on retrouve les régions du nord, de l'est, qui, comme on a vu précédemment, sont touchées par une forte réduction des emplois et qui correspondrait du coup à un phénomène, on en parlera plus tard tout au long de la conférence, par une désindustrialisation. Donc on voit une diminution de la répartition des points, des régions colorées en foncé, qui est donc une diminution du taux d'emploi dans les zones d'emploi à secteur industriel. Et donc ces cartes, pour visuellement, si vous voulez remettre le fond des GECO, ces cartes donc, permettent de mieux visualiser cette hétérogénéité de l'emploi. Et on trouve également une hétérogénéité de l'emploi, que ce soit par les classes d'âge, donc avec les zones les classes d'âge les plus jeunes qui accusent un taux d'emploi le plus faible et inversement un taux de chômage le plus fort. Et donc pour commencer cet échange, je me tourne vers vous, Michel Houdbin. Qu'est-ce qui, pour vous, explique cette hétérogénéité ? Comment en est-on venu à une carte de l'emploi et du chômage aussi hétérogène en France ? Alors, merci, bonjour à tous. Alors, je vais me garder peut-être d'expliquer complètement l'évolution de la carte, parce que ça pourrait me ramener à des périodes assez lointaines, mais je peux, voilà, il me semblait expliquer quelques mécanismes économiques qui peuvent conduire à ce qu'on observe
sur les cartes là, qui ont été très bien présentées par notre modérateur. Il me semble qu'il y a au moins 3 mécanismes d'ordre macroéconomique qui peuvent expliquer ce que l'on observe là. Les 2 premiers sont d'une part la concurrence internationale. Alors on sait ce que ça fait en règle générale. Ça conduit d'un côté à détruire des emplois qui sont en concurrence avec l'extérieur et puis à en créer d'autres. Il n'y a aucune raison que ces emplois se créent à des endroits identiques par rapport à la destruction d'emplois. Puis il y a d'autres mécanismes liés au progrès technique qui ont les effets un peu du même genre. On a des activités anciennes qui sont remplacées par des activités plus nouvelles. Et là aussi, il n'y a pas de raison que les activités nouvelles se créent à même endroit que celles qui étaient précédemment. Donc ça, c'est déjà deux premiers mécanismes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui se passe localement suite à la destruction d'emplois en lien avec, par exemple, l'un de ces deux mécanismes, est à la fois durable et profond et marque l'ensemble du territoire, donc pas seulement l'entreprise qui est mise en danger. Alors pour ça, je me référerai à des travaux du CEPI qui sont parus cette année, qui regardent les plans sociaux qui se sont tenus entre 1997 et 2019. Ça regarde simplement l'industrie et les conclusions auxquelles les auteurs arrivent. C'est d'une part, quand on regarde les salariés, pour ceux qui ont retrouvé un emploi, ils retrouvent des emplois dans des entreprises qui sont plutôt de plus petite taille, qui sont moins créatrices de valeur et qui investissent moins. Donc là, on imagine bien que derrière, il y a un mécanisme aussi sur des salaires qui sont en niveau plus bas que l'emploi qu'ils pouvaient avoir précédemment, et c'est confirmé par d'autres travaux ne portant pas sur la France. Et si on va au-delà des personnes, si on regarde les zones d'emploi qui sont touchées donc toujours par ces plans sociaux, voient moins de création d'entreprises, les emplois qui sont dans ces zones sont plus précaires, et 6 ans après le plan social, le taux de chômage y est de 12% plus élevé que celui des zones d'emploi où on n'a pas eu de plans sociaux, évidemment zones d'emploi qui sont comparables. Donc on voit bien que ces 2 premiers mécanismes jouent, en tout cas là où ils sont négatifs, de manière durable et désagréable à la fois pour les personnes et pour le territoire. Il y a un 3e mécanisme, j'ai appelé ça l'accroissement de la demande de travail qualifié, qui peut être une sorte de corollaire des 2 premiers mécanismes et qui peut aller au-delà de ça. On peut rajouter dans ces mécanismes-là tout ce qui tourne autour de la tertiarisation de l'économie, le développement des services qualifiés notamment. Et là aussi, on arrive à une structuration importante du territoire avec notamment une prépondérance des agglomérations où se concentrent les activités en travail qualifié. Et pour avoir une petite idée de la causalité, dans quel sens ça va, est-ce que c'est bien les entreprises qui souhaitent se localiser dans ces endroits où sont concentrés les qualifiés et pas l'inverse, que les entreprises se localisent parce qu'il y a des qualifications. On peut regarder par exemple ce qui se passe sur les salaires. Et donc ce que l'on observe, c'est que sur une quinzaine d'années, je crois, on a vu une prime à la qualification augmenter dans les zones qui sont où concentrer les personnes très qualifiées, alors que la prime à la qualification a baissé dans les zones qui sont peu denses. Et donc là, on voit bien qu'il y a un mécanisme qui fait que être en ville, c'est une localisation très intéressante pour toutes les entreprises qui cherchent des personnes très qualifiées. Donc on a une espèce de contrepartie aux zones en difficulté que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des zones qui vont bien, mais qui peuvent aller bien principalement pour une partie de la population. On peut ajouter d'autres mécanismes, alors je ne vais pas faire une longue liste. Évidemment, il y a question autour des mobilités. On est plus mobile aujourd'hui qu'on l'était il y a 30 ans. On l'évoquait avant de rentrer dans la session, il y a aussi
je ne sais pas si c'est une invention, mais enfin, l'invention en termes de procédure, enfin de conception du commerce, donc l'invention des grandes surfaces, qui a conduit là aussi à modeler assez sensiblement, là à une échelle peut-être un peu plus micro, la structure du territoire, avec des centres-villes qui ont un peu plus de difficultés et des périphéries qui ont un peu moins. Et puis tout ceci encore en mouvement, avec des mécanismes du genre le développement des ventes par Internet, qui vient à nouveau bousculer la géographie des territoires tels qu'on les a connus encore aujourd'hui. Alors là, c'est donc une première série de grands mécanismes macroéconomiques. Si vous, juste un quart d'instant. Ensuite, il y a une deuxième série d'éléments qui me semble important d'avoir en tête, c'est que au-delà de ces mécanismes, alors une partie sont un peu liées à des politiques, mais pas tant que ça. Il y a aussi les politiques publiques en tant que telles qui peuvent jouer sur la localisation des activités et de manière pas forcément intentionnelle. Alors, je me suis fait une petite liste rapidement. Deux exemples dans les politiques nationales. Un premier exemple, c'est la mise en place des TGV, des lignes à grande vitesse qui relient les métropoles entre elles. Les travaux qui regardent un peu l'effet que les TGV ont eu sur la localisation des emplois, on regarde en général ce qui se passe au sein d'une même entreprise suivant la localisation de leurs établissements. Eh bien, ça a conduit à une spécialisation des établissements. Plus on est loin du centre, plus on s'occupe de production, alors qu'avant, on avait un peu de soutien et un peu de production. Et quand on est au centre, on récupère une partie des activités de soutien. Et donc là aussi, on voit un peu certains des mécanismes qui peuvent être sous-jacents aux cartes que vous présentiez. Après, je n'ai pas résisté à dire deux mots sur la question c'est un exemple parmi d'autres, la question du SMIC. Le SMIC, c'est donc un salaire minimum qui est défini pour l'ensemble du territoire français. Et ce qui compte pour les entreprises et pour les personnes, parce que ça joue à la fois sur l'offre et la demande de travail, c'est le SMIC réel. Et les niveaux de prix peuvent être assez différents d'un endroit à l'autre, si on est dans la Creuse, on pense notamment au niveau des loyers, et si on est en Île-de-France. Et donc là, on imagine que ça doit structurer l'emploi. Pour faire simple, si le SMIC réel est très élevé, les entreprises n'ont pas trop envie d'employer. Et si le SMIC réel est très bas, c'est plutôt du côté des salariés. Les salariés n'ont pas trop envie de participer. Voilà. Donc là aussi, on peut avoir des effets sur une politique nationale. Après, la mise en œuvre de SMIC régionaux serait sans doute extrêmement compliquée à mettre concrètement en pratique. Après, il n'y a pas que des politiques nationales, évidemment, qui structurent le territoire. Je vais être plus rapide. Sur les politiques locales, on voit que des éléments autour des infrastructures, alors au sein des agglomérations. Moi, j'ai l'exemple typique que j'ai en tête, c'est le Grand Paris dans l'agglomération parisienne, où c'est assez frappant de regarder ce qui se passe autour des nouvelles gares et où s'accumulent des activités nouvelles, donc soit par déplacement d'activités qui étaient ailleurs dans la région parisienne ou en dehors de la région parisienne, soit par création d'activités au sens strict. Et puis on sait qu'il y a des quartiers qui sont pour le coup très mal desservis, où l'activité a beaucoup de mal à se développer. Donc la question des infrastructures de transport est évidemment clé. Il y a l'usage des terrains disponibles, peut-être on y reviendra, donc j'en dis pas un mot à ce stade. Non, c'est la question de l'usage des sols que je voulais évoquer à ce moment-là. Il y a la question des droits d'implantation des grandes surfaces qui sont décidés par les départements. Donc là, on voit encore que ça peut avoir des effets, en tout cas sur l'organisation des agglomérations. Et naturellement, il y a la politique du logement, où à la fois en termes de construction neuve et de logement social, le fait que ça joue sur notamment la mobilité des personnes peut là aussi en retour avoir des effets sur la localisation des activités. Voilà, donc pour conclure ce premier round de remarques, donc vous voyez qu'à la fois on a des mécanismes très macro
alors c'est pas forcément impossible de jouer contre eux, mais contre lesquels il est passé très facile de jouer. Je pense notamment au progrès technique. Est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs de jouer, donc qui peut avoir eu des effets comme ceux qui ont été montrés sur les cartes, et puis des politiques publiques qui peuvent à la fois contribuer à cette forme de polarisation de l'emploi, mais aussi jouer dans l'autre sens. Je suis sûr qu'on y reviendra un peu plus tard dans la discussion. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Michel Houdbin. Avant de donner la parole à Patrick Artus, les GECO, vous pouvez réagir, donc nous réagissons ici, mais vous pouvez également réagir en posant des questions que je pourrais directement poser aux intervenants, donc n'hésitez pas. Bonjour à tous. Je voulais d'abord donner quelques chiffres. On a un problème de taux d'emploi en France, global et régional. Le taux d'emploi, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui a un emploi en France, est de 68%. Si vous regardez en Allemagne, en Suède, dans les pays nordiques, au Canada, vous avez 10 points au moins de taux d'emploi en plus. Et donc, je vous laisse imaginer ce que le bien-être économique qui serait le nôtre si nous avions effectivement 10 points de taux d'emploi en plus. On aurait 14% d'emplois en plus, même en tenant compte de ce que ces emplois additionnels seraient des emplois moins qualifiés que la moyenne. On aurait au moins 10 points de produit intérieur brut en plus. On aurait 5 points de recettes fiscales en plus, etc. Donc on a un problème global de taux d'emploi et qui dépasse le niveau régional. Alors ensuite, si on regarde les taux d'emploi régionaux, on s'aperçoit de trois choses. D'abord, il y a une dispersion très forte. Alors je vais prendre 3 régions dans l'ensemble des régions. Vous avez un taux d'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes ou dans les Pays de la Loire qui est autour de 71%. Il est quand même très faible par rapport aux pays qui font bien. L'Allemagne, c'est 78, quoi, je veux dire. Donc même les régions en France où le taux d'emploi est plus élevé sont très pauvres en réalité en emploi. Et le taux d'emploi est à l'autre extrême. Vous avez alors comment on dit maintenant le Grand Nord, non, c'est les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, vous avez un taux d'emploi qui est de 64%. Et qui est extrêmement faible, qui est 7 points plus bas que le taux d'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes ou dans les Pays de la Loire. Alors pourquoi cette dispersion des taux d'emploi est inquiétante? Parce qu'elle s'accroît dans le temps. Et donc Pierre l'avait montré aussi, quand vous regardez d'une part les travaux de la DARES et de France Stratégie sur les déséquilibres du marché du travail en 2030, la DARES et France Stratégie ont essayé de regarder dans quelle région il y aurait le plus d'insuffisance de l'emploi par rapport aux besoins d'emploi de la région. Vous trouvez que les 3 régions que j'ai prises comme exemple sont aux extrêmes. Vous avez une insuffisance très grande des emplois régionaux en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Grand Ouest, et vous avez des emplois régionaux qui est supérieur aux besoins régionaux dans les Hauts-de-France. Donc cette dispersion des taux d'emploi, elle va normalement s'accroître dans le temps. Et deuxième constatation, et on l'a vu aussi à l'instant, vous avez une croissance de l'emploi qui est structurellement, à court terme et à long terme, plus faible dans les régions où le taux d'emploi est faible que dans les régions où le taux d'emploi est élevé. Donc ce problème de disparité régionale des taux d'emploi va s'accroître. On aura probablement à la fin de la décennie une plus grande dispersion des taux d'emploi régionaux qu'aujourd'hui. Mais dans un contexte où même les régions qui font le mieux en termes de taux d'emploi sont quand même très en retard, très en dessous des niveaux de taux d'emploi des pays qui sont efficaces. Alors deuxième point, qu'est-ce qu'on trouve quand on réfléchit à cette question ou qu'on fait des études sur cette question de taux d'emploi, et quels sont les points de réflexion? D'abord, si je regarde les études internationales, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique que les pays du nord de l'Europe, le Canada, le Japon, l'Allemagne, aient des taux d'emploi de plus de 10 points supérieurs à la France, à l'Espagne et à l'Italie.
il y a essentiellement quatre explications qui semblent pertinentes, hein, quand on fait des études en croisant tous ces pays. Un, les règles du système de retraite, donc c'est assez évident. Les pays où l'âge légal de la retraite est plus élevé ont des taux d'emploi des personnes de plus de 60 ans plus élevés, donc ça c'est assez trivial. Mais il y a trois variables qui sortent très bien. Le niveau de compétence. On peut mesurer le niveau de compétence, par exemple, par des enquêtes de l'OCDE. Il y a une enquête qui s'appelle PIAC, hein, dont on va avoir prochainement la nouvelle livraison, et qui montre que les compétences, par exemple, des Français sont inférieures à la moyenne internationale, hein, alors que les compétences, par exemple, des pays nordiques ou du Japon, du Canada, sont supérieures à la moyenne internationale. Le niveau d'investissement des entreprises, le taux d'investissement des entreprises en nouvelles technologies, en télécom, en informatique, en intelligence artificielle, etc., qui sort extrêmement bien. Et en particulier, vous savez, en France, que les PME investissent très peu en nouvelles technologies et déposent très peu de brevets. Les PME françaises, par exemple, déposent 3 fois moins en proportion de leur nombre, bien sûr, de brevets que les PME allemandes. Donc il y a un déficit d'innovation dans le monde des PME. Et la troisième variable qui est liée, c'est les dépenses de recherche-développement. Aussi, où la France est caractérisée par de faibles dépenses de recherche-développement des PME. Donc, probablement ces études internationales, dont je ne connais pas l'équivalent interrégion française, mais peuvent être extrapolées. Probablement, il y a un déficit de compétences, il y a un déficit d'innovation technologique, il y a un déficit de dépenses de recherche-développement dans les régions françaises où le taux d'emploi est plus faible. Alors, troisième sujet, qu'est-ce que ça nous apprend au niveau national et au niveau régional? Je crois que le fait qu'il y a des disparités très grandes des taux d'emploi, d'abord au niveau international, résulte des facteurs que je viens de mentionner. Ça résulte de la faiblesse de l'effort d'innovation de toute une partie des entreprises, de la faiblesse de l'activité de dépôt de brevets et de la faiblesse des compétences. Au niveau interrégional, ça montre l'absence de mobilité. S'il y avait une très forte mobilité géographique des salariés, il n'y aurait pas de dispersion interrégionale des taux d'emploi. Et donc, d'où vient cette dispersion et cette moins faible mobilité géographique des salariés? Je rejoins des points qu'a fait Michel à l'instant. Je crois que c'est un défaut d'infrastructure. C'est les infrastructures de télécom, c'est les infrastructures de transport, c'est les infrastructures de culture, c'est les infrastructures d'éducation. On sait que, par exemple, pour attirer des salariés, certaines communes ou bassins d'emploi du Grand Ouest de la France ont fait de très grands efforts pour avoir un système scolaire suffisamment développé, avoir des équipements culturels suffisamment développés. Et puis, c'est le problème du logement. La grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est que les salariés français sont pour près de 70% d'entre eux propriétaires de leur logement pendant qu'ils travaillent, et que les salariés allemands sont pour moins de 40% d'entre eux propriétaires de leur logement pendant qu'ils travaillent. Le modèle allemand, c'est que j'achète un logement pour ma retraite. Et pendant ma période d'activité, je suis locataire. Et donc, je crois qu'on a suivi une très mauvaise piste qui est le modèle de la propriété très développé des salariés. C'est un frein majeur à la mobilité. Vous savez que pratiquement la moitié des offres d'emploi ne sont pas prises parce que les salariés ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas vendre leur maison, ils ne peuvent pas changer d'emploi de région pour trouver un emploi. Et alors, dernier point, avant que je m'arrête, je pense que la piste qui est poursuivie par le gouvernement, alors je vais m'attirer les foudres de Louis Gallois, mais que la piste de la réindustrialisation ne sera pas suffisante. Le monde se désindustrialise.
c'est le poids de l'industrie dans la valeur ajoutée mondiale diminue. Et donc, il y a peu de chances qu'on arrive à revenir au poids de l'industrie qu'on avait quand on avait tous ces bassins d'emploi industriels dans le nord, dans l'est, etc. Et donc, je crois qu'il faut aussi suivre la piste des services sophistiqués. Les pays qui se développent rapidement, par exemple l'Inde, les États-Unis, le Japon, sont des pays qui se développent sur les services informatiques, sur les services juridiques, sur les services par l'activité de services de construction, enfin de sophistiqués, hein, par l'activité. Et donc, il ne faut pas, je crois qu'il ne faut pas avoir d'illusions sur l'effet de rebalancement interrégional lié à la réindustrialisation. Il y aura des réindustrialisations, ça sera lié essentiellement à la souveraineté économique, les réindustrialisations dans les batteries électriques, dans les hydrolyseurs, dans tous les matériels nécessaires pour la transition énergétique, dans les voitures électriques, mais ça sera des réindustrialisations beaucoup subventionnées par l'État, parce qu'il n'y a pas vraiment de légitimité à ce que la France gagne des parts de marché dans l'industrie mondiale, puisque l'industrie mondiale elle-même décroît par rapport à l'activité mondiale. Et je crois qu'il ne faut pas rater plutôt, aussi la piste des services. En Inde, les services informatiques représentent 13% du produit intérieur brut. Hein, c'est 4% en France. Hein. Et les services peuvent être implantés partout. Si vous avez des infrastructures de télécom suffisantes, vous pouvez avoir des activités de services en Creuse. D'ailleurs, alors pour l'instant pas, parce qu'il n'y a pas de télécom, il n'y a pas de téléphone, mais probablement dans le futur, à un certain moment, on pourra vraiment décentraliser beaucoup les activités de services. Et je crois que c'est une piste plus fructueuse peut-être que le redressement industriel des régions qui se sont désindustrialisées dans le passé. Merci beaucoup Patrick Artus. Donc, si on résume, il y a ce que disait Michel Houellebecq, il y a l'impact, les conséquences des chocs macro, des politiques publiques, et du coup, on peut jouer sur plusieurs axes. Déjà, une évaluation claire de l'impact des politiques publiques pour pouvoir ajuster, mitiger les effets, mais du coup aussi le levier de la politique industrielle, mais pas que, aussi développer les services, les infrastructures, les transports. Et est-ce que, Christine Erel, est-ce qu'il y a aussi il peut y avoir une question de la gouvernance locale, de la manière dont sont implémentées les choses localement ? Oui, alors effectivement, il y a eu pas mal de travaux, notamment à l'échelon international, conduits par exemple par l'OCDE, qui a un programme d'analyse des politiques de développement local, mais donc au sens large, hein, ça ne concerne pas des politiques de développement pour les pays en développement, mais des politiques qui concernent les pays industrialisés. Donc ils font des études dans différents pays pour essayer d'identifier un certain nombre de bonnes pratiques en matière de politique de développement local et de développement de l'emploi à l'échelon local. Et ce que mettent en avant les résultats de ces travaux, c'est l'importance d'avoir une bonne coordination donc, entre l'ensemble des acteurs impliqués à l'échelon local. C'est la première chose. Je reviendrai après sur le cas français, mais déjà pour donner les grands principes. Donc une bonne coordination entre l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire à la fois donc, les acteurs des politiques de l'emploi, mais aussi ceux qui sont en charge des politiques de soutien aux entreprises, la formation, etc. Donc l'ensemble des secteurs de politique qui ont un effet effectivement du coup sur l'implantation économique des entreprises, sur l'emploi. Et puis, deuxième élément, l'importance d'avoir une flexibilité dans la mise en œuvre des politiques, et en particulier donc, des politiques d'emploi et de formation à l'échelon local, sur les territoires. Alors, si on regarde la situation française au regard de ces deux grands principes, coordination et flexibilité, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a effectivement quand même un certain nombre de faiblesses sur ces aspects institutionnels. Au niveau de la coordination, effectivement, on a un très grand nombre d'acteurs qui interviennent sur un territoire en matière économique et en matière d'emploi. Donc, je ne vais pas tous les développer, mais vous avez bien sûr les acteurs du service public de l'emploi, donc Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi. Vous avez également des acteurs plus spécifiques, comme les maisons de l'emploi, qui sont implantées dans certains territoires, mais pas dans d'autres. Vous avez des plans locaux d'insertion par l'économique dans certains territoires, mais pas dans d'autres.
Voilà, ça c'est pour le champ des politiques d'emploi. Ensuite, côté formation, vous avez la région qui est en charge des politiques de formation professionnelle. Vous avez aussi des politiques régionales et des politiques au niveau des municipalités en matière de soutien aux entreprises. Donc au total, on a effectivement un très grand nombre d'intervenants sur les territoires qui donc posent un problème de coordination qui est bien connu, avec des tentatives pour le résoudre, qui consiste souvent effectivement du coup à créer une entité au-dessus. On crée une instance qui va être chargée de la coordination. Le problème, c'est que souvent cette instance s'installe et qu'elle ne disparaît pas, mais donc elle rajoute en fait un étage de complexité. Alors là, actuellement, il y a une ambition dans le projet de création de France Travail, il y a l'ambition effectivement d'améliorer cette coordination et le fonctionnement du service public de l'emploi dans les territoires. On verra si effectivement cette nouvelle institution y parvient, mais dans la pratique, c'est pas si facile. Et c'est pas si facile parce qu'effectivement, il faut aussi se coordonner avec les acteurs des politiques de développement économique, des politiques des transports, des politiques du logement. Enfin, il y a toute une série de champs qui sont effectivement pertinents sur ces questions d'emploi. Le deuxième aspect qui pêche dans le modèle français, c'est vraiment aussi la question de la flexibilité de la mise en œuvre. Donc, pour vous donner un exemple de pays flexible dans la mise en œuvre des politiques d'emploi, je vais prendre le cas du Danemark. Donc, au Danemark, ce sont les municipalités qui sont en charge des politiques d'emploi. Donc, on a un certain nombre de dispositifs qui sont définis au niveau national. Et en fait, chaque municipalité, via son bureau pour l'emploi, va ensuite aller piocher dans le portefeuille de dispositifs existants ceux qu'elle souhaite mettre en œuvre en fonction de la situation du territoire. Donc elle fait son diagnostic, elle identifie les besoins, alors aussi en dialoguant, il y a une forte participation des partenaires sociaux à tous les niveaux, et même au niveau des municipalités. Et ensuite, elle va choisir le portefeuille de politique, donc faire plus de politique en faveur des jeunes ou plus de politique en faveur des personnes de plus de 55 ans, etc., selon la situation du territoire. En France, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une adaptation, mais il y a quand même des injonctions qui viennent du haut, qui sont données par l'État en termes d'entrée dans les dispositifs. Quand on crée un nouveau dispositif de politique de l'emploi, les agences locales vont avoir des objectifs d'entrée dans les dispositifs, de nombre d'entrées dans les dispositifs. Donc on n'est pas sur ce modèle de flexibilité et de gestion plutôt par objectif qu'on peut avoir effectivement dans le cas du Danemark. Voilà, donc pour illustrer un petit peu les points qui sont des pistes sur lesquelles on peut travailler pour améliorer le fonctionnement des politiques d'emploi, de développement économique, de formation dans les territoires, afin effectivement d'essayer en tout cas d'améliorer la situation sur les points qui ont pu être évoqués. Merci beaucoup. Puis j'imagine aussi la création de ces entités pose aussi un problème de compétences entre elles, lesquelles sont compétentes sur quelles tâches et vis-à-vis de quelle administration. Merci beaucoup. Louis Gallois, on a évoqué plusieurs raisons de cette hétérogénéité du taux d'emploi, taux de chômage en France. Et quel est le vôtre pour vous? Qu'est-ce qui explique cette disparité, et que ce soit structurellement, localement? Je vais essayer de solder d'abord un débat que j'ai avec Patrick Artus sur la réindustrialisation. Je ne peux évidemment pas partager son avis. La France a une balance commerciale déficitaire en produits manufacturés de plus de 80 milliards d'euros. La part de l'industrie dans le PIB français est de l'ordre de 10%. C'est-à-dire qu'elle est 4 à 5 points en dessous de la moyenne européenne, si j'exclus peut-être Bulgarie, Roumanie, etc. Donc nous sommes dans un état de désindustrialisation avancé. Alors on peut dire, mais nous sommes en avance par rapport aux autres. C'est ce que certains pensaient. M. Tchuruc avait parlé de la France sans usine, qui était l'avenir de notre pays. Les services allaient remplacer l'industrie. Et on constate que là où l'industrie est partie, le chômage est arrivé. Et que si je caricature, je ne suis pas économiste, donc je parle de ce que je vois. Il y a trois leaders. Il y a les services, c'est les métropoles. Et je sais bien qu'il y a le télétravail, qu'on peut travailler à distance, mais je ne voudrais pas qu'on se fasse trop d'illusions. Les start-up à Paris s'installent dans le centre de Paris, parce que les personnes ne veulent pas aller en banlieue.
On a créé chez PSA, où j'étais jusqu'à peu de temps, un centre numérique à Poissy. Impossible d'y attirer les gens. Ils ne veulent pas aller à Poissy. Poissy, c'est servi par le train, c'est la banlieue de Paris. Donc il ne faut pas se faire trop d'illusions là-dessus. Donc pour les services, ils sont leaders dans les métropoles. C'est eux qui tirent l'emploi. Dans les régions touristiques, c'est le tourisme qui tire l'emploi. Des emplois plutôt précaires, mais ils tirent l'emploi. Et pour la France provinciale, des villes moyennes, ce qui tire l'emploi ou ce qui l'empêche, c'est l'industrie. On voit que là où l'industrie est partie, le chômage est arrivé, c'est ce que je disais. Là où elle est, le chômage est extrêmement faible. L'exemple de la Vendée, le bassin d'Oyonnax, des coins paumés comme Figeac. Le taux de chômage, c'est 5%. En Vendée, c'est moins que ça. Parce qu'il y a de l'industrie. Parce que l'industrie, elle génère une activité tout autour d'elle. Et je pense que ça, c'est tout à fait sincère. Et là où l'industrie revient, on voit que le chômage baisse. Alès, Tarbes, c'est des endroits où le chômage baisse parce que l'industrie revient. Donc je crois que la réindustrialisation, mais je ne me fais pas d'illusions, on ne va pas remonter à 15%. C'est l'objectif de Bruno Le Maire, 15%. Je pense que je souhaite qu'il ait raison. Mais je me dis que c'est extraordinairement ambitieux, surtout dans la compétition internationale telle qu'elle est. On a pris du retard et ce retard est très difficile à rattraper. Mais je pense que c'est un objectif absolument vital de souveraineté, balance commerciale. C'est un objectif vital pour le chômage et pour la résorption des fractures territoriales. Il y a une carte qui est remarquable que vous avez montrée, c'est la diagonale du vide. J'aimerais bien voir cette carte parce que je ne l'avais pas visualisée comme ça. Et qui montre les régions qui ont été désindustrialisées et où le taux de chômage est le plus élevé. Et où surtout les créations d'emplois sont les plus faibles. Bon, donc je crois qu'il est extrêmement important de voir comment on peut réimplanter de l'industrie. L'industrie, c'est la chance des villes moyennes, parce que l'industrie, elle n'aime pas les grandes villes. Le terrain y est rare, trop cher. Même s'il y a parfois des friches. Non, c'est pas celle-là, c'est une qui était en bleu. Voilà, celle-là. Bon. Je crois que donc c'est la chance des villes moyennes. Il y aura toujours de l'industrie dans les grandes agglomérations, mais les villes moyennes peuvent jouer leur carte dans ce domaine. Alors après, bien sûr, il y a toutes les conditions d'accueil. Et il y en a deux qui ont été déjà évoquées. Donc, la première, c'est la coordination des acteurs locaux. Ça marche quand tous les acteurs locaux travaillent ensemble. J'ai l'exemple de Figeac. Je ne sais pas si vous voyez où est Figeac. C'est à 150 km de Toulouse, desservi par des routes épouvantables. Mais un maire, qui était Martin Malvy, et un patron d'entreprise, Bayard, patron de Figeac Aéro, se sont mis ensemble et ont fédéré autour d'eux toutes les forces économiques de la région, jusqu'à Decazeville, qui n'est pas très loin, qui pourtant était un territoire absolument en déshérence. Et j'ai eu à gérer, moi, comme directeur général de l'industrie, la fermeture d'activités à Decazeville. Eh bien, je constate que la coordination des acteurs locaux a joué un rôle absolument essentiel. Et la seconde, c'est évidemment la présence de services publics, de centres de formation, d'un appareil éducatif qui puisse attirer les gens et de logements. Au Creusot, qui n'est pas si loin de ça d'ici, au Creusot, le principal obstacle à l'implantation de nouvelles entreprises, c'est qu'il n'y a pas de logement pour les cadres. Les cadres sont obligés de se loger à 30 ou 40 kilomètres. Alors, ce ne sont pas des routes saturées, donc ça se fait relativement vite. Et pour un Parisien, ça paraîtrait être proche, mais c'est un obstacle. Et autre exemple,
Quand Legrand dit, qui est installé à Limoges, dit « Moi, je ne peux plus attirer de cadres à Limoges parce qu'il n'y a pas de train pour y aller, parce que les transports, il n'y a pas de transport pour y aller », je pense que ce sont des questions lourdes qui relèvent des collectivités publiques et de l'État. Mais le logement est évidemment tout à fait essentiel pour cela. Voilà ce que je voulais dire sur... Moi, je crois qu'il y a un mouvement actuellement qui se produit, je dirais qu'il y a quelques petites pousses qui montrent, j'espère que c'est le printemps. Malheureusement, la situation économique actuelle ne facilite pas les choses. Mais il y a une petite poussée de réindustrialisation. Il y a surtout une prise de conscience collective qu'on a besoin de ça. Et je pense que les problèmes d'emploi, et notamment les problèmes d'emploi locaux, seront mieux abordés si nous sommes capables de réimplanter en France des activités industrielles. Merci beaucoup, Louis Gallois. Donc, il y a l'importance, vous soulignez l'importance d'implanter l'industrie dans les territoires reculés, où justement il y a une corrélation entre ce taux de chômage et l'industrie, mais aussi l'importance de l'attractivité des industries. Parce que si on veut les relocaliser l'industrie, ou en tout cas réindustrialiser, il faut quand même une attractivité de ces industries. Donc ça passe par, comme tous les intervenants le citaient, une coordination, une politique du logement, une politique du transport. N'hésitez pas également à intervenir et à réagir si vous souhaitez. Si vous le voulez bien, il y a également la question de l'attractivité, donc non seulement des industries, mais également de l'attractivité des travailleurs eux-mêmes, pour pouvoir travailler dans les entreprises qui recherchent des emplois. Et justement, en ce qu'on voit en économie, quand on utilise ce concept d'élasticité de l'offre du travail vis-à-vis des caractéristiques des offres, c'est-à-dire les offres, très simplement, renseignent des caractéristiques, que ce soit le salaire, le type de contrat, la nature de contrat, et lorsqu'on effectue un travail de savoir si la modification d'un paramètre, de quelle manière elle va affecter le nombre de candidats, on remarque qu'il y a une importance du salaire, mais pas seulement, une importance de la nature du contrat, c'est-à-dire que dans certains métiers et dans certains secteurs, le salaire sera moins valorisé que les horaires, le type d'horaire, le type de contrat. Par exemple, en faisant cet exercice, pour vous donner des chiffres, on trouve par secteur que des secteurs comme le transport ont une forte demande de revalorisation de salaire dans les offres d'emploi, et à l'inverse, des activités juridiques, comptables, financières, immobilières, elles, justement, une augmentation du salaire va désinciter à postuler à cette offre, mais vont plus valoriser des dimensions qu'on peut assimiler à la qualité du travail, donc passer d'un CDI pour certains métiers. D'ailleurs, c'est passer d'un CDI à un CDD qui va favoriser le nombre de candidats. Donc, ce qui soulève également la compréhension, donc non seulement l'attractivité des offres, mais la compréhension des attentes des demandeurs d'emploi par les entreprises. Et des études, que ce soit dans la littérature économique, mais aussi plus appliquées dans des institutions, montrent que les entreprises, justement, lorsqu'il y a des tensions de marché sur les zones d'emploi, s'adaptent peu ou pas du tout. Elles n'adaptent pas leurs caractéristiques des offres. C'est-à-dire que si une tension agit à un niveau local sur un métier particulier, moi, entreprise, je ne vais pas modifier mes critères. Donc il y a vraiment un manque d'adéquation et un manque d'adéquation qui, du coup, aussi peut être valorisé de différentes manières selon le secteur et intrinsèquement par le local. Est-ce que, typiquement, ce constat de l'inadéquation de l'offre, des attentes de l'offre par rapport à la demande de travail, est-ce que c'est quelque chose, Christine Herel, que vous constatez également dans vos travaux, dans votre recherche, que vous partagez également? Donc moi, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de qualité de l'emploi et du travail en retenant donc une approche multidimensionnelle, comme ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire en incluant bien sûr le salaire, mais aussi d'autres aspects qui tiennent au type de contrat, qui tiennent aux conditions de travail, aux conditions en matière d'horaire, enfin, donc un ensemble de facteurs qui vont jouer sur la perception de la qualité de l'emploi et du travail par les personnes donc susceptibles effectivement d'occuper les emplois. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'idée que les dimensions qui vont compter le plus aux yeux des travailleurs
et donc les difficultés en matière d'attractivité vont être assez spécifiques selon les métiers. Donc vous avez cité par exemple le cas des transports, des conducteurs, métier de conducteur typiquement qui est un métier en tension. Donc là, le problème n'est pas le niveau de salaire, puisqu'effectivement c'est plutôt des niveaux de salaire qui sont relativement corrects, élevés en tout cas par rapport au niveau de qualification. Le problème, ça va être ensuite d'autres facteurs qui vont faire, j'en parlais d'ailleurs hier soir au dîner avec un représentant de Keolis, ça va être plutôt d'autres facteurs qui sont liés en fait au contact avec le public, c'est-à-dire que dans les transports, la difficulté principale pour les conducteurs, c'est les interactions avec le public, ils vont régulièrement se faire insulter, ils vont régulièrement faire l'objet de violences qui sont d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient physiques ou verbales, le plus souvent verbales évidemment, mais malgré tout. Et ça entraîne beaucoup de départs. C'est-à-dire que du coup, ils arrivent à attirer des gens, les former, mais ensuite, en revanche, parce que donc le salaire est correct et les conditions de travail en termes d'horaire, par exemple, correctes, mais ensuite, au bout d'un certain temps, les personnes vont quitter cet emploi parce que, donc, en termes d'environnement de travail, de conditions de travail, mais on est sur des conditions qui sont de l'ordre des risques psychosociaux, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Du coup, ça n'est pas soutenable. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple de facteur de qualité de travail qui joue très fortement, là aussi sur des emplois qui actuellement sont sous tension, c'est dans le secteur de la construction. Donc le secteur de la construction, c'est un secteur dans lequel l'emploi va se développer, notamment du fait de la perspective de la transition écologique et donc des rénovations énergétiques, etc. Donc on a des gros besoins d'emploi avec des qualifications qui sont plutôt qui montent compte tenu de ces enjeux de la rénovation énergétique. Mais là, on a deux problèmes. On a un problème de conditions physiques de travail, parce qu'elles restent souvent difficiles dans un certain nombre des métiers en question. Même si on est capable de diminuer ces pénibilités en travaillant vraiment sur les gestes, la manière de s'organiser, etc., mais les entreprises ne le font pas forcément suffisamment, donc il y a des gros progrès à faire de ce côté-là. Et puis l'autre aspect aussi, là, c'est l'ambiance entre collègues, parce qu'il n'y a pas de contact avec le public. Mais ce que disent les employeurs du secteur de la construction eux-mêmes, c'est qu'ils arrivent à attirer des gens, des jeunes en particulier, donc qui prennent en apprentissage, etc., qui viennent. Mais souvent, la difficulté, c'est qu'ils ne supportent pas le contexte de travail, c'est-à-dire les interactions avec les collègues. C'est un milieu extrêmement masculin, 95% d'hommes, avec du coup des comportements qui peuvent être des comportements qui sont un peu des repoussoirs pour des jeunes aujourd'hui. Un exemple que me citait un employeur du secteur de la construction, c'est un jeune qui arrive, il part sur un chantier avec des collègues, et pendant tout le trajet qui dure 1h30, ses collègues fument dans la voiture ou dans le camion, etc., font des blagues sexistes, machin. Et voilà, le jeune en question, pour le coup, il n'est pas resté, il est parti. Et ça tient donc à des facteurs qui sont des facteurs, on parle de qualité du travail, là on est dans l'environnement de travail, les relations avec les collègues. Donc il y a des choses qu'il faut travailler de ce point de vue-là pour résoudre aussi les problèmes d'attractivité. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a de multiples dimensions. Ça ne se résume effectivement pas au salaire, ça ne se résume pas non plus aux questions de pénibilité. Ça tient aussi à des facteurs vraiment d'organisation du travail, de relations de travail en entreprise, sur lesquels on peut agir. Il y a des moyens effectivement d'agir en faveur de cette qualité du travail, mais ça suppose de travailler vraiment avec les secteurs concernés, au sein des entreprises à un niveau aussi très local, avec une participation des salariés. En France, on est quand même souvent sur un modèle qui est un modèle trop descendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de participation des salariés à l'organisation du travail sur le lieu de travail. Or, c'est très important par rapport à tous les enjeux dont on parle aujourd'hui. Merci beaucoup. Et encore une fois, il y a vraiment cette étude, il y a dans la littérature qui montre l'absence d'adaptation des entreprises, des offres des entreprises au niveau local et lors des tensions, ce qui est assez fort. C'est-à-dire que l'adaptation des entreprises est presque complètement absente par rapport à cette qualité. Mais aussi, il se peut que cette inadaptation soit impossible du côté de l'entreprise. Je sens qu'il y aura peut-être un débat un peu houleux sur ce point-là, mais également les entreprises peuvent tout simplement ne pas augmenter les salaires. On parle de la revalorisation des salaires selon les secteurs qui sont en deçà des attentes des demandeurs d'emploi, mais parfois il peut également y avoir des impossibilités à augmenter ce salaire par des charges, la question des impôts de production qui d'autant plus quand
quand l'entreprise est reculée sur des territoires à faible taux d'emploi, l'emploi, c'est un rendement croissant. Donc, c'est-à-dire que moins vous avez d'emplois, plus vous avez de charges. Et justement, Patrick Artus, est-ce que c'est une des raisons qui peut empêcher cette attractivité, cette adéquation entre les attentes des demandeurs d'emploi, notamment salariales, et les entreprises, ces poids et charges? Oui, alors il y a tout l'aspect dont parlait Christine, c'est les aspects qualitatifs du travail, hein, l'ergonomie, la pénibilité, qui sont très importants, qui sont des aspects qui ne sont pas liés au salaire. Après, je crois enfin, les études montrent qu'il y a quand même beaucoup de secteurs où une offre substantielle du salaire offert provoquerait beaucoup plus de candidatures. Et donc, il se pose la question de la capacité des entreprises à augmenter fortement les salaires. Et je crois qu'il va falloir, plus globalement, il va falloir repenser notre hiérarchie des salaires. On a une hiérarchie des salaires qui est extrêmement conventionnelle. On a décidé que une infirmière, c'était assez mal payé, qu'un enseignant, c'était assez mal payé, qu'un cadre de la finance, c'était bien payé. Et ça n'a pas vraiment de rapport avec la pénibilité, avec la productivité du travail, avec le besoin d'emploi dans ce secteur. Et si vous regardez les besoins d'emploi, toujours l'étude de France Stratégie, c'est vraiment très bipolaire. Il y a d'énormes besoins d'emploi non satisfaits dans des métiers très peu qualifiés, dans la logistique, dans le transport, dans les aides à la personne, etc., dans les aides à domicile, et d'énormes besoins d'emploi, mais qui sont moins forts que pour les emplois peu qualifiés, mais d'énormes besoins d'emploi dans les secteurs très sophistiqués, l'informel, l'informatique, etc., mais qui sont curieusement moins intenses que les besoins d'emploi non satisfaits pour les emplois assez peu qualifiés. Et donc, je crois qu'il va falloir, on a toujours un niveau d'obstacle à l'embauche, hein, de difficultés de recrutement très, très élevé en France. Il n'y a pratiquement pas eu de baisse du niveau des difficultés de recrutement en France. Elles sont 3 écarts types au-dessus de la moyenne historique, donc c'est assez considérable. Et malgré le ralentissement économique. Et donc on reste dans une économie qui a vraiment besoin d'embaucher plus, hein, ça desserrerait beaucoup de contraintes d'embaucher plus, mais il va falloir réfléchir au salaire relatif. Je crois qu'il va falloir changer la hiérarchie des salaires relatifs pour se rapprocher du besoin social des différents emplois. Et ça ne se fera pas très naturellement. Parce qu'à nouveau, il y a une hiérarchie des salaires qui est conventionnelle, qui ne repose pas sur l'utilité sociale des emplois, qui repose sur peut-être un peu le niveau de formation, mais pas forcément très clairement. Regardez, les infirmières sont très mal payées, en fait, et sont des études assez longues. Et donc, il va falloir réfléchir à réformer ce statut social et ce statut qui est aussi révélé par le salaire des emplois. Sinon, on restera dans une société avec un nombre considérable d'emplois non pourvus, avec des difficultés d'embauche structurelles pour les entreprises. Ça nous coûte de la croissance, ça nous coûte du PIB, ça nous coûte des recettes fiscales, et c'est très inefficace. Hein. Donc je crois qu'il va falloir mettre à plat la hiérarchie des salaires pour qu'elle se rapproche du besoin social des différents types d'emplois. Sinon, on ne décoincera pas le marché du travail. Et sinon, on aura toujours cette situation de taux d'emploi extrêmement faible par rapport aux pays qui font mieux dans ce rapprochement. Par exemple, on parlait du Danemark, etc., de la Finlande, qui font bien mieux dans ce rapprochement des conditions de travail, y compris le salaire, avec le besoin social pour les différents emplois. Et puis, deuxième remarque, je voudrais réinsister sur les besoins de formation. Vous m'avez passé des documents que j'ai étudiés de façon très attentive. Quand une personne perd un emploi, ce n'est que dans à peu près 20% des cas qu'elle retrouve un emploi dans son secteur de départ.
hein. Et donc, c'est un chiffre qui est pas suffisamment commenté. Il y a un besoin de changement d'emploi et de changement de qualification considérable et qui n'est pas du tout pourvu par ce pays. Christine parlait de la réforme de France Emploi, hein, mais il va falloir que France Emploi s'intéresse beaucoup plus à la formation. Parce que, à nouveau un autre chiffre, il n'y a que 20% des salariés les moins qualifiés qui, pendant leur vie au travail, ont une formation. La formation, c'est beaucoup les cadres assez bien formés des grandes entreprises. Et même si certains progrès ont été faits, il y a un défaut de formation et de requalification chez les chômeurs. Et donc, comme on sait qu'il va falloir qu'on développe beaucoup de nouveaux emplois, on parlait de la transition énergétique, vous allez devoir transformer des salariés qui fabriquaient des moteurs de voitures thermiques en salariés qui font de la transition énergétique, qui entretiennent des éoliennes, qui font de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc il y aura un besoin de transition des emplois considérable et c'est un enjeu absolument essentiel pour pouvoir développer l'emploi. Merci beaucoup. Oui, exactement. Il y a une très forte importance des formations et justement, Michel Houdbin, des travaux ont été réalisés sur la formation à la DARES, sur l'importance de celle-ci, sur aussi l'éloignement par rapport à l'habitation des demandeurs d'emploi, parce qu'il y a aussi tout ce dont on abordait au début, la distance géographique entre l'emploi, mais également les centres de formation. Est-ce que, tout d'abord, vous partagez les constats de Patrick Artus sur l'aspect du salaire, la hiérarchisation du salaire comme solution pour réduire l'inadéquation entre les attentes de l'offre et ce qui est proposé par la demande, et ensuite la formation, à quel point est-elle importante? Oui, je suis statisticien, donc je ne vais pas faire de recommandations trop précises sur les salaires, mais peut-être revenir sur la discussion qu'on a eue à l'instant. Il me semble qu'il faut, sur cette question d'adéquation entre l'offre et la demande, il faut regarder les deux côtés. Il faut regarder le côté des salariés et il faut regarder du côté des entreprises. Alors il n'y a pas beaucoup de travaux qui essayent de quantifier quelle est la part respective d'un côté et de l'autre. Il y a quelques travaux sur données américaines. Alors le problème, c'est que c'est dans le contexte de la crise financière. Donc c'est un contexte qui est un peu particulier, mais enfin ça dit quand même des choses qui sont que les deux sont au moins aussi importants l'un que l'autre. Et donc il faut vraiment regarder des deux côtés, même plutôt du côté des entreprises, plutôt plus que du côté des salariés. Et du côté du salarié, alors Patrick Artus a évoqué la question de la mobilité géographique. J'aimerais m'y mettre un petit bémol dans la mesure où voilà, les travaux qui regardent un peu ces questions-là, quand on lève complètement la mobilité des personnes, et donc quand elles restent dans le métier dans lequel elles cherchaient, en fait, on a du mal à réduire significativement le taux de chômage. On y arrive un peu plus significativement, mais ça reste encore pas énorme, si on lève la contrainte qui est de dire une personne qui est dans un endroit X en France, et elle peut aller partout en France, dans le métier qu'elle cherchait, mais elle peut lever aussi cette contrainte sur le métier, elle peut aller dans un autre métier. Donc si on fait un matching complètement parfait, en fait, on arrive à faire baisser le taux de chômage que du 15 ou 20%. Donc il reste bien d'autres facteurs qui expliquent que les gens ne trouvent pas d'emploi. Donc ça, c'est le premier point peut-être du côté de la mobilité géographique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'accompagner et l'aider, tout ce qui a été dit me semble évidemment juste. Et du côté des entreprises, je ne reviens pas sur les questions qui ont été très bien développées par Christine Hirel, autour des questions de qualité de l'emploi, et ça va au-delà de ça, effectivement, ça renvoie sur des conditions de travail. On a évoqué la question des rémunérations. Moi, il me semble qu'il y a une difficulté qu'on n'a pas encore évoquée, c'est qu'au niveau local, il peut y avoir des problèmes de coordination entre les différentes entreprises. Alors, c'est évident du côté des salaires. Je suis comme restaurateur à un endroit dans une agglomération, j'augmente mes salaires, je vais attirer des gens, mais je vais aussi devoir augmenter mes prix, et du coup, j'aurai moins de clients. Donc, c'est pas évident pour l'entreprise de faire ce mouvement en termes d'augmentation de ses salaires. Donc, il me semble que la démarche, telle qu'elle est poursuivie par le gouvernement, là, d'essayer de
faire négocier les entreprises dans le cadre des branches ou au niveau plus local, c'est une bonne démarche pour essayer de franchir cette barrière de coordination. Alors c'est évident pour la partie salaire, mais ça peut l'être aussi sur la partie temps de travail. On peut par exemple penser, par exemple, idem dans la restauration, le temps de travail peut être très fractionné, et là aussi ça a un coût pour l'entreprise si elle doit franchir cette barrière du fractionnement. Après, vous me posiez la question de la formation. On a un grand programme d'évaluation sur le grand programme d'investissement dans les compétences qui a été lancé donc en 2017. Un micro-mot peut-être simplement sur, quand même pour dire que ça marche. Ça, c'est rassurant. Ça marche de manière assez significative. On a essayé de regarder... et c'était une première sur données françaises, je crois, parce qu'il n'y avait pas de données avant. Regardez ce qu'il advient des personnes qui sont formées par rapport à des personnes qui ne le sont pas, et leur taux d'emploi est augmenté très sensiblement, de près de 9 points après 18 mois. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 18 mois, ça continue on voit cette amélioration de l'insertion sur le marché du travail qui perdure au-delà des 18 mois. Aujourd'hui, on est à 36 mois. Donc, faire une action sur les personnes, c'est utile dans la durée. Et l'autre point, mais là, on essaiera de faire ça pour le rapport de l'an prochain, on s'attend à ce que ça ait des effets aussi sur la productivité des personnes, et donc, via une hausse des salaires éventuellement de ces personnes. Après, effectivement, vous évoquiez la question de la localisation de la formation et d'adéquation entre l'offre et la localisation des personnes. Ça rejoint un peu là aussi ce que Christine Herrel évoquait sur les questions de coordination. On a essayé de regarder justement si la distance était une barrière à l'accès à la formation. Ce que l'on sait, c'est que plus les personnes sont prêtes à aller vers une formation lointaine, plus elles accèdent à la formation. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, si les personnes sont prêtes à aller à une formation qui va au-delà de 30 minutes de transport, elles ont 8% de plus qu'une personne qui accepte de se déplacer seulement pour 20 minutes. Ce qu'on sait aussi, c'est que les personnes qui sont formées sont des personnes qui sont très, finalement, proches de leur formation. Alors là, j'ai également un élément de chiffrage. Donc, 3 personnes sur 5, en fait, sont formées à moins de 30 minutes de leur localisation, de leur logement. Et près d'un tiers d'entre eux sont à moins même de 15 minutes. Donc, ça peut paraître relativement court pour une activité qui engage durablement pour les personnes. Et enfin, quand on regarde la carte des offres de formation, on s'aperçoit, mais c'est un peu sans surprise, c'est que l'offre de formation est très intense et très développée dans les grands centres urbains, les centres urbains. Et là, il y a beaucoup d'offres, à la fois en termes d'entreprises de formation et de thématiques de formation. En revanche, dans les zones, un peu les zones bleues qu'on voyait tout à l'heure sur la carte, il y a beaucoup moins d'offres. Et du coup, il faut pour que ces personnes qu'elles aillent chercher beaucoup plus loin la formation. Alors, il y a eu quelques programmes qui ont essayé de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire, et notamment les Pays de Loire ont essayé de lancer un programme, ça s'appelle Prépa Rebond Dispositif Intégré, qui essaye de rapprocher la formation des personnes. Et là, on a constaté très concrètement, c'est exactement ce que disait Christine Herrel, un réel problème de coordination. C'est-à-dire qu'on a bien rapproché la formation des personnes, simplement les personnes n'allaient toujours pas vers la formation parce qu'on n'avait pas ajouté ce qui manquait, qui était le transport. Et elle ne se rapprochait pas encore assez près des personnes, et on voit bien que la formation ne peut pas se rapprocher de chacune des personnes. Et donc là, très concrètement, on voit que les problèmes de coordination sont difficiles, mais sont également clés pour avancer. Et un dernier point sur ces questions de la distance et la formation. Je disais tout à l'heure que les personnes se forment finalement proches de chez elles. Mais ce qui n'est pas très clair, c'est est-ce que c'est parce que les personnes ne veulent pas aller vers la formation, ou est-ce que c'est parce que le formateur sélectionne les personnes
qui sont effectivement proches de son lieu de formation, pour une raison ou pour une autre. Et quand on regarde comment les personnes sont sélectionnées pour des formations, en fait, on a l'impression que les formateurs ont aussi cette tendance à faire d'une forme de sélection. Je ne prends que les gens qui sont pas très loin de mon lieu de formation, on imagine, parce qu'ils seront plus assidus et voilà, poseront moins de problèmes, en tout cas d'assiduité, du formateur. Alors même que dans les faits, c'est pas si évident que ça, qu'il y ait plus d'échecs, un peu plus, mais il n'y a pas massivement plus d'échecs quand la distance s'éloigne entre le lieu de résidence et le lieu de formation. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs, à la fois les problèmes de coordination qu'évoquait le questionnaire, mais aussi peut-être des problèmes de perception, d'appréhension, de représentation par les différents acteurs, à la fois les gens informés, mais aussi les gens qui sont les formateurs. Voilà, je m'arrêterai là sur cette question de formation. Merci beaucoup, Michel Houdbin. Je rebondis. Parce qu'on parle de l'attractivité des offres, de comment augmenter cette attractivité, que ce soit par le côté demande, le côté offre avec les formations, mais il y a également des populations où cette question de l'attractivité n'est pas au centre. C'est dans un premier temps une question de remettre un pied dans l'emploi. Et justement, Louis Gallois, vous connaissez bien un dispositif, le dispositif zéro chômeur, territoire zéro chômeur de longue durée, qui justement vise vous en parlerez mieux que moi, mais qui vise justement à rapprocher ces demandeurs d'emploi très éloignés de la demande de travail. Si vous pouvez nous décrire ce dispositif, et qui a également une part de formation pour augmenter le retour à l'emploi de ces personnes. Zéro chômeur, c'est une expérimentation qui a été lancée en 2016-2017 par une loi, votée à l'unanimité d'ailleurs à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui vise à, sur des territoires de 5 à 10 000 personnes, implanter un comité local pour l'emploi qui réunit tous les acteurs de l'emploi du territoire, que ce soit les services publics, les entreprises, les associations, les collectivités locales. Tout le monde est réuni là-dedans sous la présidence d'un élu. Ça s'appelle le comité local pour l'emploi, qui intéresse d'ailleurs France Travail, parce que justement nous avons réussi à mettre en place ces coordinations, et ils nous ont dit qu'ils allaient regarder comment nous avions fait, parce que ça peut être une source d'inspiration pour cet aspect de coordination sur lequel vous insistiez, soit au niveau local, soit au niveau départemental. Bon, ce comité local pour l'emploi, il a une fonction, c'est deux fonctions, trois. La première, c'est qu'il est en contact avec les personnes très éloignées de l'emploi. Nous nous adressons à des gens qui ont complètement décroché par rapport au marché du travail, pour des raisons multiples, de santé, de rupture familiale, de géographie, de contraintes liées, par exemple, à la garde des enfants, etc. Une fois qu'ils ont pris contact avec ces personnes, ils regardent quelles sont leurs compétences, quels sont leurs souhaits en matière de travail. Le comité local crée une entreprise à but d'emploi, nous appelons entreprise à but d'emploi, qui va embaucher ces personnes par ordre chronologique, sans aucune sélection. Et ces personnes seront le salaire de ces personnes est subventionné, c'est-à-dire que l'État et les départements prennent en charge le salaire de la personne, et le chiffre d'affaires de cette entreprise va assurer la couverture des frais de fonctionnement multiples, l'eau, loyer, énergie, etc., et de l'amortissement des investissements. Cette entreprise à but d'emploi n'a pas droit de travailler dans le secteur concurrentiel, parce que comme elle est subventionnée,
Elle ne peut pas faire concurrence à des entreprises qui ne le seraient pas. Elle ne peut pas non plus faire concurrence au service de l'État ou au service des collectivités locales. Et d'ailleurs, nous sommes très surveillés sur ce point. Nous nous sommes fait taper sur les doigts à Tourcoing, par exemple. Enfin, c'est tout au moins la mairie qui s'est fait taper sur les doigts, parce que la mairie nous avait confié la fermeture des jardins et parcs la nuit, le soir, et que la Cour des comptes locale, la Chambre régionale des comptes, a indiqué à la mairie que c'était un travail qui relevait de l'emploi municipal et pas d'une autre. Ces entreprises donc embauchent sans sélection des personnes que je peux décrire rapidement: 50 chômages en moyenne, 45 ans d'âge en moyenne et 25% de handicapés, avec une proportion de handicapés qui monte parce que l'amélioration de la situation de l'emploi fait que restent sur le carreau des gens qui sont les plus éloignés de l'emploi. Et le défi qui est devant nous, c'est que dans ces entreprises, les personnes qui ont le plus de chances de retrouver de l'emploi s'en vont. Or, ce sont elles qui assuraient l'essentiel du chiffre d'affaires. Ce sont elles qui sont productives. Et ces personnes, du fait qu'elles sont productives, nous quittent pour aller vers l'emploi marchand, ce qui est extrêmement souhaitable, mais ce qui nous pose un problème parce que nous sommes approvisionnés par des gens très éloignés de l'emploi et les meilleurs, j'allais dire, partent. C'est la logique. Et nous ne nous y opposons pas. Nous, au contraire, nous soutenons les gens qui veulent partir. Les gens qui ont la capacité d'aller sur le marché de l'emploi. Nous les soutenons d'une manière très claire. C'est que pendant 6 mois, ils ont la possibilité de revenir si ça ne marche pas. Donc, mais pour nous, c'est un véritable défi de faire fonctionner ces entreprises avec une main-d'œuvre qui actuellement est une main-d'œuvre de plus en plus éloignée de l'emploi. Voilà. Alors, évidemment, ça pose un problème de formation. Pour être tout à fait clair, au départ, nous ne nous sommes pas beaucoup préoccupés de formation. Pour 2 raisons. 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'il y avait l'urgence de trouver des activités, de faire travailler les gens. Parce que les gens étaient rentrés là-dedans pour travailler. Deuxième, et on ne peut embaucher des gens que s'il y a des activités à leur donner. Donc la priorité était de trouver des activités et de les faire fonctionner. Deuxième élément, nous avons une très faible capacité à financer de l'encadrement. Donc à financer un responsable des ressources humaines. Et d'ailleurs maintenant, je mets l'accent sur ce point. Je dis, on ne peut pas créer une entreprise à but d'emploi s'il n'y a pas quelqu'un qui est chargé des ressources humaines. Mais au départ, nous n'avions pas eu cette préoccupation. Et troisièmement, c'est que nos salariés ne veulent pas entendre parler de formation. Ils ont entendu parler de formation. Ils ont fait des stages parking. Ils sont issus très majoritairement du décrochage scolaire. Donc ce sont des gens qui ont une réticence vis-à-vis de la formation en estimant que ça ne sert à rien. Ils veulent travailler. Et nous les amenons maintenant progressivement à la formation par le travail. On leur dit, tu veux faire du maraîchage? Le maraîchage, ça s'apprend. Donc, formation au maraîchage. On veut faire du bûcheronnage? Le bûcheronnage, ça s'apprend, notamment sur le plan de la sécurité. On fait de la formation pour le bûcheronnage. La mobilité, il faut passer le permis de conduire. Réparer une installation électrique suppose je ne sais pas comment ça s'appelle, une qualification ou une qualification qui est indispensable, sinon vous n'avez pas le droit de toucher à une installation électrique. Donc, on amène les gens à la formation par leur activité immédiate. Ils ne veulent pas entendre parler de formation qui serait non connectée à l'activité qu'ils développent. Et pour nous, c'est à la fois bon parce que
quand ils se qualifient sur leur activité, ils améliorent la qualité de l'activité. Et en même temps, nous pensons que c'est mettre le pied à l'étrier pour des formations qui, ensuite, s'ils constatent que ça a été un succès pour eux, que ça leur a permis de mieux faire ce qu'ils avaient à faire, il est clair que ça les conduit à regarder d'un regard nouveau les questions de formation. Et donc, nous mettons maintenant de plus en plus l'accent sur la formation. Nous ne sommes pas encore au niveau des structures d'insertion par l'activité économique, qui sont un peu plus proches de l'emploi que nous et qui, elles, ont mis un paquet considérable sur la formation et qui ont une relation avec les structures de financement de la formation que nous sommes en train de créer, mais que nous n'avions pas au départ. C'est extrêmement compliqué d'obtenir des crédits pour financer des formations. Et au départ, nous n'avions pas, dans les entreprises à but d'emploi, il n'y avait pas les compétences qui permettaient de faire cela. On est obligé de développer ces compétences, d'aider les entreprises à but d'emploi à accéder aux formations, OPCO, régions, etc. Voilà ce que je peux dire sur cette expérimentation. Il y a actuellement 60 territoires et 2400 personnes. Et nous avons comme objectif en 2024, parce que évidemment c'est une exponentielle, d'embaucher 1900 personnes. Et j'espère que nous serons capables de le faire. Mais la question de la création de compétences est pour nous extrêmement importante. Et peut-être que nous l'avons sous-estimé au départ. Merci beaucoup, Louis Gallois. Avant de donner la parole à Christine Erel, j'aimerais juste lister des initiatives, parce qu'on parlait du manque d'attractivité des offres en raison des ajustements qui ne répondent pas aux attentes des demandeurs d'emploi. Il y a quelques initiatives, notamment une initiative de Pôle emploi qui permet de réajuster les critères des offres d'emploi lorsque les entreprises remplissent leur offre d'emploi. C'est-à-dire que si elles remplissent des caractéristiques qui sont inférieures à la caractéristique type qui permettrait une forte chance d'emploi de cette offre, alors l'entreprise recevra une indication qui lui poussera, par exemple, d'augmenter le salaire, de changer le type de contrat. Donc il y a cette initiative de Pôle emploi qui permet de peut-être régler, de diminuer ce différentiel entre les attentes et ce qui est proposé. Également, il y a des initiatives plus nationales, enfin également nationales, concernant la visibilité des offres, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a un gros problème de visibilité des offres avec avec 1 million d'offres qui ne sont pas pourvues, et pour ça il y a également des expérimentations qui sont mises en place pour mettre en avant des offres qui sont un peu plus distantes des top jobs qui sont recherchés par les demandeurs d'emploi. Donc ce sont des équipes de chercheurs du CREST comme Bruno Crépon, Roland Ratelot, mais également d'autres universités qui travaillent étroitement avec Pôle emploi. On trouve également des initiatives locales qui sont par exemple en Lorraine, lesemploisnonpourvus.com, qui est une entreprise il y a aussi également d'autres modèles dans d'autres régions, mais ce sont des entreprises qui mettent en avant des offres non pourvues dans des localités précises, qui du coup connaissent les hétérogénéités sectorielles de ces régions et peuvent plus facilement proposer ces offres d'emploi, les formations qui vont avec. Et enfin, aussi à l'échelle sectorielle, on a des entreprises comme Extra Cadabra qui est spécialisée dans les offres de la restauration, pour mettre en avant ces demandes d'emploi et les offres d'emploi à l'échelle sectorielle. Donc, c'était rapidement pour vous donner une liste des initiatives pour résoudre ce problème d'attente et de proposition des offres, et également de cette attractivité des offres via la visibilité des offres d'emploi. Et on parlait, pour revenir, on parlait du dispositif mis en place avec l'aide de Louis Gallois, donc qui s'adresse à des populations très éloignées de l'emploi, qui, pour
dont le premier pas est déjà assez conséquent. On parlait avant des populations qui cherchent des offres d'emploi qui ne correspondent pas à ce qu'ils peuvent trouver sur le marché, mais il y a également des populations, Christine Erel, qui ont des difficultés qui aimeraient rechercher un emploi, mais qui ont des freins, des barrières. Je pense notamment aux femmes avec des enfants en bas âge, qui ont plus les problèmes de transport dans des localités où justement les politiques de transport ne sont pas assez présentes. Il y a également ces populations qui recherchent des emplois. Il y a beaucoup de littérature aussi dessus. Effectivement, ça a déjà été évoqué tout à l'heure pour la formation, mais il est important de prendre en compte tout ce qui est frein à l'emploi et à la formation, qui sont souvent très concrets. Donc effectivement, il y a la question du transport, il y a la question de la garde d'enfants, qui est une forte contrainte effectivement aussi pour des femmes qui souhaitent reprendre une activité. Et ça vaut à la fois pour la formation, on voit que les femmes se forment moins aussi, les femmes avec enfants se forment beaucoup moins que les hommes. Donc là, il y a clairement un effet des contraintes familiales qu'il faut prendre en compte. Et puis, bon, il y a des freins aussi d'ordre plus culturel ou liés à l'expérience de la formation. C'est ce que vous évoquiez, ceux qui effectivement ont des mauvais souvenirs de leur formation antérieure, qui vont effectivement être réticents à entrer en formation. Ça peut aussi être des freins liés à des aspects davantage culturels. Je pense en particulier au fait qu'en France, on a un taux d'emploi des femmes étrangères, des femmes immigrées, qui est faible. Il y a vraiment un écart important entre les femmes et les hommes immigrés. Donc il y a 24 points de pourcentage d'écart de taux d'emploi, qui est beaucoup plus important évidemment que l'écart de taux d'emploi qu'on constate dans l'ensemble de la population entre les femmes et les hommes. Donc il y a en fait, si on peut dire, il y a là quand même une réserve de main-d'œuvre sur un certain nombre de métiers. On peut penser effectivement qu'on peut aller chercher ces femmes pour travailler et que c'est aussi une manière évidemment d'améliorer leur situation sociale. Mais c'est pas facile parce qu'on a effectivement souvent un cumul de plusieurs difficultés, de plusieurs freins, à la fois donc transport, garde d'enfants, organisation familiale, des freins culturels, etc. Donc il y a tous ces aspects-là sur lesquels il faut jouer. Et en fait, je pense, pour revenir sur la question du local, je pense que le niveau territorial, c'est vraiment le bon niveau pour traiter ces questions-là. Ça peut pas se traiter à l'échelon national par des politiques qui sont impulsées du haut. C'est des choses qui marchent concrètement sur les territoires parce qu'il faut vraiment aller voir les gens, aller travailler avec des associations sur le terrain, aller voir les entreprises effectivement aussi pour du côté des entreprises lever éventuellement un certain nombre de réticences qu'ils peuvent avoir à embaucher tel ou tel type de public, etc. Donc je pense que l'échelon territorial, c'est vraiment l'échelon local, c'est vraiment le bon échelon pour travailler sur ces questions de frein à l'emploi, très concrètement. Et je pense que l'expérience qui vient d'être évoquée le montre, d'ailleurs. C'est vraiment ça, c'est à ce niveau-là qu'on peut intervenir. Et peut-être un dernier point, juste pour réagir, sur la question de la formation. Je suis effectivement convaincue qu'elle est fondamentale dans la perspective des transformations en cours, transition écologique, etc. en particulier. Et qu'il faut garder en tête que du coup dans cette perspective la formation ça peut être quelque chose d'assez long et que donc il faut prévoir des dispositifs qui sont des dispositifs de transition professionnelle qui donnent le temps aux gens de se requalifier vraiment ou d'obtenir de nouvelles qualifications, donc aller vers des formations qualifiantes qui permettent de démarrer une nouvelle carrière. Et ça c'est quelque chose, là encore on prend toujours l'exemple du pays du Nord, mais que les pays du Nord savent mieux faire. Quand vous revenez en formation, vous avez de nouveaux droits à une allocation spécifique qui est liée effectivement au fait d'être en formation. Et vous pouvez vous inscrire dans un temps plus long. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très important dans la perspective qu'on a devant nous. Merci beaucoup. Et exactement, quand on regarde aussi les données, lorsque les demandeurs d'emploi renseignent les offres pour lesquels ils souhaiteraient être contactés, on remarque qu'il y a des travaux, notamment Alexandra Roulet qui était hier au GECO, Roland Ratelot, Thomas Lebord-Banchon, qui ont montré d'énormes disparités entre les critères recherchés par les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes cherchent des emplois qui sont plus proches de leur domicile que les hommes, mais qui peuvent du coup renier le salaire, le type de contrat. Donc il y a également cette dimension-là. Et Patrick Artus, justement, sur la question des formations, on a évoqué le rôle finalement de l'État, du secteur public dans ces formations, mais est-ce que le secteur privé a aussi un rôle à jouer? Par exemple, on voit dans certains secteurs comme l'informatique, directement après l'embauche, il y a des périodes de formation. Donc est-ce que le privé a aussi un rôle à jouer par rapport à cette adéquation de compétences? Oui, mais évidemment, mais il le fait. Il y a de très très nombreuses entreprises qui recrutent, qui prennent des jeunes en formation. C'est parfois des jeunes en échec scolaire.
je peux citer Veolia, Michelin, enfin c'est de très nombreuses entreprises qui pensent qu'une formation en entreprise leur est nécessaire et qui passe par-dessus le risque que le jeune qui est formé dans une entreprise parte dans une autre entreprise. Alors, évidemment, il y a aussi un problème de coordination là, parce qu'il faut que beaucoup d'entreprises, finalement, ont des programmes de formation pour que pas une entreprise se dévoue pour former tout le secteur, quoi, je veux dire. Mais je crois que c'est amené à se développer. Mais il y a de très, très nombreuses entreprises qui ont des programmes de formation. Assez souvent, la démarche, c'est une formation proche des besoins de l'entreprise, mais qui en général, aboutit à terme à un diplôme national. Par exemple, Veolia forme des gens qui travaillent dans le monde du recyclage, mais obtiennent finalement des BEP, des BEP, des CAP, etc. Donc, ils se sont rebranchés sur des diplômes nationaux au terme de leur formation. Donc, oui, c'est très pertinent. Je crois qu'on ne peut pas attendre de l'éducation nationale, du système de formation qui fasse tout, quoi, je veux dire. Alors, évidemment, il y a un débat en Allemagne aussi. Vous savez que la formation en entreprise est extrêmement développée en Allemagne. Il y a un débat sur le fait que les salariés devront changer de métier plusieurs fois dans leur vie. Est-ce qu'ils ne sont pas trop coincés par une formation en entreprise dans leur métier initial, quoi. Je veux dire, il faut faire attention à ça. Il y a un petit retour en arrière de nos voisins allemands sur la pertinence de la formation en entreprise et ils essaient de faire des formations plus généralistes, en fait. Mais je crois que ça va se développer et les entreprises, les PME vont se mettre ensemble, les grands groupes auront leur programme de formation particulier et que c'est tout à fait indispensable, je crois. Et que ça ne peut que se développer plus largement. Oui, vous évoquez aussi la formation en entreprise. Justement, ce qu'on voit, c'est que la formation en entreprise, elle est assez ciblée pour des populations qui n'auraient pas forcément besoin aussi de cette... Oui, mais enfin, il y a deux types. Il y a de la formation en entreprise qui se professionnalise de plus en plus. Dans mon entreprise, on forme les gens à devenir sophistiqués dans les métiers de l'entreprise, effectivement. Mais aussi, il y a plein d'entreprises qui forment des jeunes en échec scolaire. Je citais Veolia, je citais Michelin. Enfin, et donc, il y a tout. Je veux dire, on trouve de tous les types de formations. Dans la banque, on va pas former des jeunes en échec scolaire, quoi, hein. Mais il y a des métiers, qui sont accessibles vraiment à des jeunes en échec scolaire. Et puis, assez curieusement aussi, par exemple, le métier de collecte des ordures. C'est un métier qui a considérablement changé. C'est un métier qui est devenu bien payé, qui a une majorité de salariés français, et qui a une majorité de salariés qui ont une formation initiale dans une entreprise du secteur. Et donc, ça peut marcher, vraiment. Merci beaucoup. Malheureusement, je vois que l'heure tourne et nous arrivons bientôt à la fin du débat. Et pour conclure très rapidement, j'aimerais beaucoup que chacun d'entre vous décriviez le constat qui pour vous, enfin la cause de l'hétérogénéité du taux d'emploi en France, qui pour vous est la plus importante, et la solution qui permettrait, à vos yeux, de la... Je sais qu'on a beaucoup évoqué beaucoup de solutions, mais en tout cas de donner votre avis sur si vous devez retenir qu'une seule cause et solution, laquelle serait-elle? Par exemple, Patrick Artus, si vous voulez... Non, mais je crois que c'est un effet d'entraînement. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, le mouvement spontané, c'est que les régions qui ont des taux d'emploi faibles et qui ont des ressources plus faibles décrochent par rapport aux régions qui ont des taux d'emploi élevés et qui ont des ressources, y compris des collectivités locales, des entreprises plus élevées. Donc il faut lutter contre ce décrochage et c'est compliqué. C'est compliqué parce que le mouvement naturel va être une hétérogénéité plus grande. Et donc, je crois qu'on a vu les remèdes. C'est de la formation, c'est de la formation en entreprise, c'est de la formation par la coordination des agents.
Et puis je crois que Christine l'a bien dit, c'est cette coopération. Je veux dire, par exemple, dans le Grand Ouest, il y a vraiment cette coopération entre les collectivités locales, les entreprises, le système de formation, le système éducatif, la politique du logement. Enfin, tout marche, quoi. Et donc c'est assez étonnant. On va dire les taux de chômage que vous avez dans des régions qui a priori n'étaient pas disposées, n'avaient pas vraiment de disposition à être en pointe sur cette question, sont extrêmement faibles. Il y a 4 ou 5% de taux de chômage en Vendée, par cette coordination de tous les agents économiques, donc de tous les acteurs. Donc je crois que c'est cette coordination qui évitera la divergence des trajectoires de taux d'emploi. Merci beaucoup, Christine Herel. Oui, je vais confirmer effectivement cette idée qui est pour moi très importante, coordination et participation, j'ajouterais, c'est-à-dire participation des partenaires sociaux. Je pense qu'ils sont souvent impliqués à l'échelon national en France, ils le sont aussi à l'échelon régional via les conseils économiques, sociaux, environnementaux par exemple. Je pense qu'à l'échelon territorial c'est beaucoup plus compliqué et que c'est quelque chose qu'il faut arriver à penser aussi avec diverses formes. Et participation des citoyens, des salariés. Je pense qu'en France on est sur un modèle qui n'est pas forcément suffisamment fondé sur la coordination et la participation de tous à tous les niveaux. Alors c'est pas forcément facile à réaliser, mais il faut essayer, et les politiques comme celle qu'a évoquée Louis Gallois, par exemple, c'est ça aussi. Il y a quand même cet esprit-là aussi de coordination, de participation de différents types d'acteurs qui échangent directement entre eux. Oui, je vais poursuivre sur le même point. Je dirais qu'il faut aller même au-delà de la coordination, parce que la coordination, c'est que chaque acteur reste sur son terrain et échange avec les autres. Je pense qu'il faut aller au-delà, il faut aller vers la cohésion. Moi, je pense, aussi bien par les études de la Fabrique de l'Industrie sur les territoires qui marchent bien que par mon expérience sur Zéro Chômeur, je constate que c'est lorsque les gens sortent de leur rôle qui deviennent vraiment efficaces et qui se mettent ensemble pour être efficaces. C'est-à-dire que les acteurs de Pôle emploi qui sont dans les comités locaux pour l'emploi de Zéro Chômeur, ils ne représentent pas Pôle emploi, ils viennent pour essayer de résoudre le problème. Et moi, j'ai été très frappé par ça. Les gens, et ils sont contents de ça. On ne leur demande plus d'être le représentant de Pôle emploi. On leur dit, il y a un problème d'emploi là-dessus. On est tous ensemble pour essayer de le résoudre. Et je pense qu'il faut créer cette cohésion. Je le retrouve sur certains bassins, au niveau industriel, la même chose. Les industriels, les collectivités locales, les syndicats qui se réunissent et qui sortent de leurs étiquettes pour travailler vraiment ensemble. Et là où ça peut marcher, tu citais la Vendée, c'est absolument manifeste. Dans les Deux-Sèvres, c'est pas la Vendée, mais enfin c'est la Vendée militaire. Dans les Deux-Sèvres, nous on a des territoires sur chômeurs dans ce temps où le chômage est en dessous de 5%. 4,5%. C'est pour ça que le président du conseil général départemental, la présidente, quand je lui dis vous devriez nous aider de vos territoires, elle dit mais écoutez, mon problème c'est pas le vôtre. Moi mon problème c'est que je ne trouve pas les gens pour les entreprises. Je ne les trouve pas. Et donc tout l'effort du département est orienté vers essayer de trouver la main-d'œuvre nécessaire pour les entreprises. C'est la même chose en Figeac de Casseville, etc. Et je pense que là aussi, on ne résoudra le problème que si tout le monde travaille ensemble et encore une fois en sortant de ces étiquettes. Merci beaucoup. Ça marche, oui, ça marche. Je vais dire un peu la même chose que les collègues. Effectivement, je crois qu'il y a un sujet de formation d'une manière générale. Effectivement, on l'a évoqué plusieurs fois dans cette table ronde. Peut-être un point quand même évidemment, on forme les gens pour des métiers, mais ça a été dit un peu implicitement, je crois, je ne sais plus si c'est par pratique ou par vous. Quelquefois, on forme pour un métier, puis les personnes vont s'égayer sur d'autres métiers. Alors, du point de vue de l'économiste, c'est un peu normal, on voit ça dans tous les pays, mais on voit bien qu'il y a quand même de la perte en ligne, et donc il faut essayer de se débrouiller pour que cette perte en ligne soit la plus faible possible.
Évidemment, ça dépend beaucoup des métiers. Sur cette question de formation, je dirais un peu comme les autres, il y a des sujets de coordination qui sont extrêmement importants. On voit bien que pour qu'une formation fonctionne bien, il faut que la formation soit à un endroit sur le territoire, qu'elle soit destinée à un petit groupe de personnes. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui soient disponibles pour entrer sur cette formation, que les personnes soient disponibles à la date où la formation débute et pour toute la période que dure la formation. Et ça, on voit bien que c'est extrêmement compliqué de l'organiser de manière complètement systématique sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des formations dont les personnes peuvent avoir besoin. Et ça, s'il n'y a pas de coordination entre les acteurs, on voit bien que ça ne marche pas. Et très franchement, une grosse partie des travaux que l'on mène sur l'évaluation du programme sur l'investissement des compétences, on voit que la formation, ça marche, mais derrière, il y a des problèmes de coordination immenses et qui sont très difficiles à résoudre, mais qui, évidemment, l'enjeu, c'est d'y arriver. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants et merci à ceux qui ont assisté ici à Lyon et en ligne. Et bonne journée de l'économie.